Bonjour et bienvenue sur IK News. Comme nous l'avons annoncé, nous sommes avec un invité de marque, colonel Papo Walikei, expert en reforestation, mais aussi ancien directeur général de la Grande Muraille Verte. Monsieur Gueye, je vous laisse vous présenter et nous entrons dans nos échanges, dans les discussions. Merci Ibra, mais permettez-moi tout d'abord de remercier vraiment votre télévision IK News de nous donner l'opportunité de parler de choses importantes dans le développement d'un pays important qu'est le Sénégal. Je crois que l'aspect environnement, il n'y a pas plus vraiment stratégique aujourd'hui dans le cadre du plan de développement d'un pays. Et je voudrais aussi, donc, pour reprendre cette petite présentation, affirmer et confirmer effectivement, c'est colonel Pavois Liguey. Je suis ingénieur des eaux et forêts. Je suis également membre du club Sénégal émergent au niveau du Sénégal et j'ai été, entre autres, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au niveau du Sénégal. Merci, colonel. C'est un honneur, en tout cas, de vous accueillir sur IK News. Dites-moi, colonel, les défis de l'environnement au Sénégal, c'est certes un sujet vaste, mais pour entrer sur ce sujet, nous allons parler d'un chiffre éloquent. Le Sénégal perd chaque année 40 000 hectares de forêt. Nous allons donc parler de tout ça, voir les politiques mises en place pour résoudre le problème. Parlez-nous, colonel, du projet La Grande Muraille de Verte. Qu'en est-il aujourd'hui de ce grand projet initié en tout cas au Sahel? Merci. Mais précisez quand même, Ibra, que les 40 000 hectares dont vous parlez, ce n'est pas, en vrai dire, une forêt qui s'en va. C'est-à-dire que c'est la partie où le désert s'installe sur le territoire sénégalais chaque année. Donc, c'est y compris la forêt et tout, mais c'est la progression de la zone désertique à l'intérieur du territoire national. Et il faut dire aussi que ces 40 000 hectares, c'est des données de la FAO qui datent de plus de 15 ans. Aujourd'hui, la réalité et les efforts du Sénégal ont fait que les 40 000 hectares alors, ont connu une petite réduction pour être estimés, selon toujours la FAO, entre 30 et 35 000 hectares de dégradation ou de couverture, donc d'avancement de la désertification au niveau du territoire sénégalais. Maintenant, s'agissant de votre question précisément, la Grande Muraille Verte, disons que ça a été vraiment une idée géniale, j'allais dire lumineuse, de plusieurs chefs d'État qui, il y a de cela plus de 15 ans, s'étaient réunis lors d'un sommet donc, du Sensat à Ouagadougou, dans lesquels on notait le président Abdoulaye Wade, Olusegun Obasanjo, Thabo Mbeki, donc de l'Afrique du Sud. Et au cours de leur discussion, avec le contexte du changement climatique, ils se sont dit qu'il nous faut faire quelque chose en Afrique pour essayer de contribuer à lutter contre les changements climatiques. C'est de là qu'est partie l'idée. C'était donc il y a de cela une quinzaine d'années. Maintenant, il se trouve que le Sénégal, qui a eu un président dont la vivacité d'esprit ne se discute pas, le président Abdoulaye Wade, a eu à prendre cette idée, même si elle n'était pas née uniquement de lui-même, mais pour la fructifier plus rapidement que tous les autres. Et ce qui a fait que le Sénégal, dès 2000, j'allais dire 5, a avancé dans la mise en œuvre de la construction de la Grande Muraille Verte. Au niveau du Sénégal, c'est une bande qui s'étend sur une isoède qui va de 100 mm au nord jusqu'à 400 mm au sud. Et dans cette bande-là qui va du Sénégal jusqu'à Djibouti, traversant l'Afrique donc sur 750 km, chaque pays, chacun des 11 États sur lesquels nous reviendrons à sa portion nationale et travaille là-dessus. Et c'est l'ensemble de ces efforts, disons, par pays qui fait ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte aujourd'hui. Nous donnerons les précisions certainement sur le plan technique, sur le plan engagement, sur le plan réalisation au niveau du Sénégal. Nous, précisément, monsieur colonel Gueye, aujourd'hui, est-ce que, après le départ d'Awad, c'est l'actuel gouvernement du Sénégal
met les moyens, en tout cas, pour réussir ce projet? Qu'en est-il vraiment concrètement? Parce que souvent, en Afrique, on a des projets, on fait beaucoup de politique dessus, et après, c'est silence radio, les populations ne savent plus où ils en sont. Alors là, je dirais alors que par rapport à ce contexte global, c'est une particularité extrêmement favorable au niveau du Sénégal. Parce que c'est vrai, la Grande Muraille Verte jusqu'en 2012, donc, a eu effectivement un intérêt national, mais il faut reconnaître, noter qu'à partir de 2012, avec le gouvernement actuel, non seulement l'idée est rentrée dans le cadre de la continuité de l'administration, de la continuité des actions de l'État, mais elle a été renforcée. Le budget a été augmenté, les moyens ont été augmentés. Mieux, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a pris même une autre dimension pour être aujourd'hui l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui, au-delà de la Grande Muraille Verte, se soucie d'un aspect de reverdissement global du Sénégal, tout en mettant l'accent sur la Grande Muraille Verte. Donc, dans ce domaine-là, vraiment, je dois dire avec honnêteté et sincérité que les efforts ont été multipliés et que la Grande Muraille Verte, aujourd'hui, est devenue une préoccupation encore plus importante que ce qu'elle a été de tout temps. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que les autres pays suivent réellement ce projet? Oui, oui, bien sûr. Parce que pour faciliter ce suivi, alors les pays membres ont mis en place ce qu'on appelle l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette agence aujourd'hui est basée à Nouakchott, en Mauritanie, et est dirigée par un éminent scientifique, un Sénégalais de plus, qui s'appelle le professeur Abdoulaye Dia. Donc, au niveau du Sénégal, alors, et au niveau de toute la zone ouest africaine, les 11 pays membres, je crois que tu peux me permettre de les citer, c'est le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, il y a après le Niger, le Burkina Faso, il y a le Tchad, il y a Djibouti, le Soudan et il y a l'Éthiopie. Donc, il y a même l'Érythrée qui est revenu vraiment et qui, à un certain moment, s'était retiré. Donc, c'est l'ensemble de ces pays qui forment aujourd'hui le tracé de la Grande Muraille Verte, allant de Dakar jusqu'à Djibouti. Et dans cette bande, je l'avais dit tout de suite, dont les isomètres, c'est-à-dire la pluviométrie annuelle varie entre 100 mm au nord et 400 mm au sud, chaque pays s'est placé dans ce contexte et essaie de faire donc son tronçon. Aujourd'hui, et c'est pas vraiment, je ne veux pas être trop modeste pour le dire, c'est le Sénégal qui a fait la plus grande avancée dans la construction de la Grande Muraille Verte. Mais il y a des pays qui arrivent à vraiment à le rejoindre, c'est le Nigeria, des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Niger et le Tchad sont en train de faire des grands efforts, et même l'Éthiopie, dans la construction de la Grande Muraille Verte au niveau de l'Afrique. Cette année, on a vu qu'au Sénégal, il a beaucoup plu. D'habitude, on fait le lien entre les forêts et la pluviométrie. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le Sénégal a réussi ses projets de reforestation qu'il y a beaucoup plu, ou c'est le résultat du dérèglement climatique? Non, disons plutôt en définitive et dans un cadre beaucoup plus scientifique, ce n'est pas parce qu'on a planté des arbres par-ci par-là que la pluviométrie reprend. Non, comme tu l'as dit, Ibra, c'est dans le cadre des changements climatiques. C'est dans le cadre d'un plan plutôt mondial. Cette belle pluviométrie de cette année n'est pas seulement au Sénégal, elle est dans toute l'Afrique, elle est dans le monde entier. Et c'est donc un résultat, mais qui doit nous faire beaucoup attention. C'est parce qu'il a plu beaucoup plus que d'habitude. Dakar qui recevait à peine 300 mm année à 600 mm, donc le double. Et au niveau de la bande de la Grande Muraille Verte, les pluviométries annuelles qui variaient entre 100 et 400 mm sont allées jusqu'à 700 mm cette année. Mais c'est bien pour faire planter des arbres. C'est bien pour favoriser, disons, les mises en défense, mais ça doit nous convoquer, ça doit nous pousser à prendre beaucoup d'attention, à faire beaucoup attention par rapport à un fléau qui risque de se présenter, c'est-à-dire le fléau des feux de brousse. Il a beaucoup plu dans le nord du Sénégal. La végétation herbacée s'est beaucoup renforcée et partout où il y a de la paille,
Mais si on ne fait pas attention, on risque d'enregistrer beaucoup de feux de brousse qui risquent de nous faire perdre non seulement ce qu'on a eu comme gain de végétation, mais de détruire aussi d'autres ressources que nous avions déjà pu protéger. C'est-à-dire que les feux de brousse, ça détruit non seulement le sol, ça détruit les arbres, mais ça détruit aussi la faune et la microfaune. Donc, attention, les feux de brousse sont là et nous devons prendre beaucoup de dispositions au niveau du gouvernement du Sénégal, particulièrement dans le tracé de la bande de la grande muraille verte pour ne pas perdre donc ces acquis importants que nous venons d'enregistrer. Colonel Gueye, la Casamance est menacée aujourd'hui par la déforestation. Sur les réseaux sociaux, on voit en tout cas des vidéos qui circulent sur l'existence de trafic de bois vers la Chine, en tout cas, et opérer soit en tout cas, il y a des sujets, c'est un sujet sensible. Quelles sont aujourd'hui les décisions prises par les autorités sénégalaises ou en tout cas par les institutions pour lutter contre ce fléau qui existe réellement? Oui, je pense que le changement de régime, autant en Gambie qu'au Sénégal, a favorisé la facilitation pour solutionner ce problème. Je veux dire qu'aujourd'hui, alors les autorités politiques en Gambie comme au Sénégal rament dans le même sens et se sont liés, se sont vraiment accordés pour engager la bataille contre l'exploitation frauduleuse. C'est vrai, il y a de cela encore quelques années en arrière, elle nous a fait perdre énormément notre capital forestier, mais aujourd'hui, de grandes décisions, des actions concertées entre les États et au-delà même de la Gambie et du Sénégal, la concertation est allée jusque avec les autres pays comme la Guinée-Bissau. Et je dois dire qu'aujourd'hui, de véritables dispositions ont été prises pour pouvoir juguler ce problème de la déforestation et qui a coûté beaucoup, beaucoup au Sénégal, puisque le Sénégal a été le pays qui ravitaillait donc la Gambie et la Gambie a été le pays qui permettait de prendre du bois, surtout le prendre de bois de veine, pour, avec la complicité de beaucoup, disons, de partenaires extérieurs, faire l'exploitation hors du Sénégal. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, alors vraiment, il y a des dispositions assez importantes pour pouvoir freiner ce fléau-là. Et d'après des informations aussi, il y a même des agents des eaux et forêts ou en tout cas des directeurs qui sont impliqués dans ce projet. Est-ce que vraiment le Sénégal prend vraiment au sérieux ce problème qui irrite beaucoup de Sénégalais? Bon, ça c'est un peu trop dire. Je crois que les gens ont mal compris. Un directeur national dont la première mission est de protéger donc le couvert végétal et de sécuriser vraiment ce qu'il y a comme potentiel forestier ne s'hasardera jamais, jamais, jamais alors à rentrer dans des problèmes de trafic de bois. Mais il faut dire, le trafic, la complicité existe. Mais le niveau où il existe, c'est au niveau des populations. C'est les populations effectivement limitrophes au niveau du Sénégal qui, voyant un gain facile, voyant de l'argent tout blanc, se sont lancés dans la coupe abusive au profit des exploitants qui venaient donc hors du pays en traversant la frontière. Mais par contre, les services techniques, en particulier les services techniques qui sont là depuis vraiment une dizaine d'années, se sont vraiment complètement engagés dans la bataille de la lutte contre la fraude. Et aujourd'hui, si vous allez sur la frontière entre le Sénégal et la Gambie, vous verrez qu'en matière d'argent, en matière de moyens et en matière de rigueur, alors la lutte contre la désertification, la lutte contre l'exploitation frauduleuse. D'ailleurs, ça a même été tellement important pour le gouvernement du Sénégal qu'on a remanié un outil juridique important qu'on appelle le code forestier. Aujourd'hui, les dispositions du code forestier ont été renforcées pour que tous ceux qui sont pris dans l'exploitation soient soumis à des punitions beaucoup plus sévères que ce qu'il y avait dans le temps, tant en matière de paiement, tant qu'au point de vue nombre d'années où l'exploitant frauduleux pris sur le terrain peut être condamné. Les dates de condamnation et autant que le montant des amendes
ont été vraiment renforcés pour toujours dissuader alors ces exploitants forestiers. Je dis donc que l'État, les techniciens, il manque maintenant ce que je suis, en fait, sur quoi je suis d'accord. Il nous faut augmenter la sensibilisation. Il nous faut augmenter la formation auprès de ces populations pour qu'ils puissent améliorer leur attitude et leur comportement envers le capital forestier. Ça, c'est encore une chose qui reste beaucoup à faire. Colonel Papo Aligui, le Sénégal a mis en place un projet qui s'appelle le Toluker, lancé depuis le 12 août, par exemple, dans le village de Belvédère. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et aussi d'autres initiatives mises en place par l'État du Sénégal pour la reforestation? Oui, Toluker, comme le dit le nom dans notre langue, dans une de nos langues nationales, la plus parlée, le Wolof, c'est-à-dire que ça correspond plus ou moins au champ de case. Mais il faut dire qu'au-delà du champ de case, il faut aller dans le domaine de l'exploitation agricole, dans ce qu'on appelle l'exploitation agricole familiale. Effectivement, cette idée de revenir à une forme d'exploitation agricole qui était vraiment en équilibre avec nos besoins, je crois que c'est important. Parce que dans le Toluker, comme vous le dites, l'avantage, c'est que l'exploitant, d'abord, maîtrise son système d'exploitation au point de vue sécurisation. Parce que le Toluker est caractérisé par exemple, la mise en place d'abord de la clôture. Quand on n'a pas une clôture qui sécurise l'exploitation, en général, on a de gros problèmes. Le Toluker est encore assuré, disons, marqué par l'existence d'un point d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il est difficile de produire. Parce que l'exploitation agricole, c'est l'association de trois choses: la terre, l'énergie et l'eau. Et maintenant, l'énergie, effectivement, c'est les populations, c'est les propriétaires donc, de ces Toluker qui vont, avec l'appui de la modernisation actuelle, sous forme de charrie et peut-être même plus tard avec des tracteurs, donner l'énergie nécessaire pour que cette exploitation puisse bien se faire. Mais une autre caractéristique de l'exploitation agricole ou le Toluker dont vous parlez, c'est qu'il faut que le fermier soit à la fois un agriculteur, il fait du mil, il fait, disons, de l'arachide, il est un sylviculteur, il fait de la plantation forestière, il est un éleveur, il fait 2 à 3 paires de bœufs avec lesquels il a non seulement la traction, mais il a le fumier, il a le lait quotidien et il a beaucoup de choses qu'il devrait aller acheter et qu'il produit lui-même. Donc vraiment, le Toluker, comme vous dites, c'est génial, c'est une forme d'exploration où nous devons mettre l'accent parce que ça permet aux producteurs, donc aux paysans, d'être autonomes, indépendants, mais surtout, et ça c'est important, de pouvoir travailler tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, et ne plus se contenter seulement des cultures hivernales où le paysan ne travaille que maximum 3 à 4 mois par an. Le reste du temps, il était obligé d'aller faire l'exode rural dans les milieux urbains. Le Toluker va pouvoir, s'il est bien accompagné, compenser tout ça et peut-être même permettre demain de faire l'inverse, c'est-à-dire exode urbain, que les gens quittent le milieu urbain pour aller travailler la terre en milieu rural. C'est possible. Merci, colonel, pour toutes ces informations. Vous m'avez parlé tout à l'heure que vous avez passé dans les années 84 dans le Ferlo, précisément à Labgar. Et je vous expliquais tout à l'heure comment nous, enfants, on venait régulièrement participer à des projets pour le reboisement. Qu'est-ce que vous, en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans cette partie du Sénégal, le Ferlo, qui est une zone aride, vous a plus marqué là-bas durant vos séjours? Ah, mais tout à fait, tout à fait. En réveillant en moi de beaux souvenirs. Linguère, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment mon premier poste où j'ai appris à faire la construction de ma profession, où j'ai construit vraiment ma profession, puisque c'est dans le Ferlo, dont la capitale est incontestablement Linguère, où il y a eu ce qu'on a appelé la concrétisation de la foresterie communautaire. C'est-à-dire que l'État, après avoir fait beaucoup de régies, avec beaucoup de problèmes, avec des résultats très mitigés, à travers la prise en compte nationale et même mondiale, a pensé qu'il faut maintenant faire
une action communautaire. C'est à partir donc de ce village mythique de Labgar où on a pensé qu'il fallait inviter les populations à mettre la main à la pâte. L'État ne peut pas tout faire lui seul. Et les populations ont été sensibilisées. J'ai été le responsable pendant 3 ans là-bas. Les populations ont été formées pour pouvoir travailler dans le reboisement. Et aujourd'hui, des villages comme Labgar ont bénéficié avec cette approche communautaire d'une ceinture verte tout autour de 5 km autour du village, sur une bande de 5 km, donc une ceinture verte qui protège le village au point de vue d'érosion, protège le village contre les vents de sable, mais protège le village aussi au point de vue alors douceur climatique, mais donne aussi aux populations non seulement du bois, mais aussi un climat apaisant. Et ce qui est remarquable dans cette foresterie communautaire qui a été développée dans tout le Ferlo, c'est que les populations, enfin, ne disent plus on va dans les reboisements de l'État, mais ils disent nous allons dans nos propres reboisements. C'est une appropriation et quand c'est bien approprié, c'est bien suivi. Vraiment, je dois dire que la zone de Linguère où j'ai eu à faire mes premières armes dans cette zone-là a donné un bon exemple au reste du pays qui a fait qu'aujourd'hui, le développement ou le reboisement communautaire s'est multiplié et a pris son ancrage dans tout le Sénégal. Ça a été de beaux souvenirs et ce qui est le plus marquant, ça a été une appropriation des populations. Les femmes ont été impliquées, les jeunes ont été impliqués. Et vous savez que ces deux genres, ces deux, disons, parties de la population, les femmes et les jeunes, quand ils s'impliquent, la réussite est assurée. Et ça a été le cas. Donc, j'ai gardé vraiment de Linguère, de Labgar et de toute la zone donc, du Jolof un souvenir agréable, vivace et reconnaissant. Merci, monsieur Gueye. J'en profite parce que c'est mon Jolof natal. Donc, merci beaucoup pour ce beau témoignage sur le Jolof. Oui, bienvenue. Hein. C'est un lieu qui marque toujours ceux qui sont servis là-bas. Hein. C'est connu. Monsieur Colonel, dites-moi, au Sénégal, avec l'ancien président Abdou Diouf, on avait le projet de la revitalisation des vallées fossiles, comme le Ferlo. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que quand on parle de forêt, l'eau est importante. Alors, est-ce que vous pensez que pour réussir ce défi aussi environnemental, est-ce que le Sénégal ne devait pas encourager, en tout cas, à réussir ce projet d'eau, par exemple, comme le Ferlo, comme je viens de le dire, permettre à ces vallées fossiles de revivre? Oui, effectivement, dans son terme de revitalisation des vallées fossiles, ça, je crois, il faut avouer qu'il y a eu un problème, non pas technique, mais politique. Parce que vous savez, les vallées fossiles, alors, étaient alimentées à partir du lac de Guerre. Et le lac de Guerre est alimenté à partir de la Taoué. Et la Taoué est alimentée à partir du fleuve Sénégal. Et le fleuve Sénégal n'est pas géré ni n'appartient pas seulement au Sénégal. Il appartient à 3 pays. Donc, à un certain moment, les autres pays membres ont senti que les réalisations de valorisation du fleuve Sénégal ont été accaparées et utilisées uniquement par le Sénégal pour révolutionner tout un pays à l'intérieur. Il y a eu donc des considérations, chaque pays voulant faire un peu plus ou moins la même chose que ce projet ambitieux de revitalisation des vallées fossiles, s'est senti un peu frustré et au niveau du Sénégal, c'est ce qui a un peu bloqué le développement épanoui vraiment de ce grand projet. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un contexte où ça devient une obligation. Nous avons 2 grands barrages, Manantali et Diama, qui donc peuvent capter les eaux douces et les mettre à la disposition des populations. Et si on n'utilise pas cet excès d'eau, alors en ouvrant de l'eau douce vers l'eau de mer, ouais, on risque donc de faire sauter ou d'avoir des problèmes techniques avec ces barrages. Donc, on est aujourd'hui dans l'obligation d'ouvrir donc les vannes pour alimenter à l'intérieur cette zone et permettre effectivement au Sénégal de pouvoir reverdir alors les vallées mortes du Ferlo. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a déjà, moi j'ai eu à faire un travail de consultation dans ce domaine avec la FAO et aujourd'hui, en allant vers Mboula, à la hauteur de Mboula et d'un village mythique qu'on appelle Koile Alpha, alors la vallée, alors chaque hivernage, une bonne partie de la vallée morte du Ferlo qui vient donc passant par Mboula pour continuer jusqu'à donc Linguère, alors retrouve donc de l'eau, retrouve de la vie
Et ça a été suffisant pour pouvoir y insérer aujourd'hui ce que l'on appelle un parc, une réserve naturelle communautaire qui profite donc de l'eau du lac de Guiers pour pouvoir réintroduire des animaux sauvages qui étaient en voie de disparition. Et le programme-là est déjà très lancé et ça fait un bijou autour du développement au niveau du Sénégal. Donc oui, pour répondre précisément à votre question, je crois que vraiment la revitalisation des vallées fossiles est quelque chose qui peut beaucoup alors sauver le Sénégal de l'intérieur, surtout la partie du Jolof, où quand il y a l'eau, il y a la vie. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'appropriation, en tout cas, de ce projet au niveau du Jolof à l'époque par la population. On sait que l'ancien ministre de l'Environnement et militant écologique, Ali Haïdar, fait en tout cas un travail remarquable sur le reboisement, en tout cas sur la protection des mangroves au niveau du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Est-ce que la réussite aussi de ce projet ne passe pas par des initiatives comme celui de l'ancien ministre que j'ai dit ou par d'autres populations? Oui, vous avez dit l'ancien ministre, un écologiste de renommée mondiale, notre ami Ali Haïdar. Et vous savez, justement, je crois que là, il faut reconnaître que le président de la République a eu alors une idée lumineuse en prenant cet ancien ministre Ali Haïdar pour lui confier la nouvelle agence qui a remplacé la Grande Muraille Verte et qu'on appelle l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Je crois que vous le savez, c'est cet ancien ministre, un homme de grande dimension, un écologiste vraiment de renommée mondiale, à qui a été confié justement la direction de cette nouvelle agence qui donne plus de force à la Grande Muraille Verte en prenant en compte aussi tous les besoins du peuple sénégalais en matière de reverdissement. Donc, Ali Haïdar est aujourd'hui le directeur général de cette nouvelle agence sénégalaise de la reforestation. Et comme il a toujours réussi dans la mangrove, c'est sûr qu'avec son expérience, il va réussir aussi dans tous les autres aspects de reverdissement pour que la mangrove ne sera plus son domaine privilégié, mais c'est la mangrove, c'est la mise en défense, c'est les reboisements, plutôt la reforestation, c'est le crochetage, c'est toutes les nouvelles méthodes de reverdissement du Sénégal que Ali Haïdar aura à développer à travers le pays. Nous en profitons pour lui dire bravo Ali, nous en profitons pour le féliciter, l'encourager et je suis sûr qu'avec son expérience et surtout avec l'appui déterminant du gouvernement du Sénégal, il va réussir cette nouvelle mission. Colonel, un ami et fidèle qui suit souvent IK News, Balangom, qu'on salue au passage, et toutes les personnes qui nous suivent, soulève dans les commentaires un point essentiel, l'urbanisation aveugle ou massive au niveau du Dakar ou au niveau des grandes villes, et aujourd'hui considéré comme par beaucoup de personnes comme un danger. Est-ce que ce problème aussi, qu'est-ce que font les autorités sénégalaises pour ne pas mettre en danger, en tout cas, l'habitat naturel? Oui. Par rapport à l'urbanisation, par rapport à la vente des terres, à la destruction de la forêt pour construire des immeubles, tout ça. Je profite de l'occasion au passage pour saluer mon jeune frère Balangom. C'est un redoutable orateur, un redoutable vraiment... Je ne savais même pas que vous vous connaissez en plus. Intellectuel que je connais bien, Bala, c'est mon jeune frère. Nous avons partagé beaucoup d'émissions ensemble dans des télés au Sénégal. Je sais que nous n'avons pas tout à fait la même position politique, mais nous avons la même ambition de reverdir ce pays et nous avons, dans la plupart des cas, la même orientation et la même vision. Bala, je te dis bonjour au passage. C'est un garçon extrêmement pertinent que j'ai connu très jeune, avec qui je suis resté pendant longtemps. Et aujourd'hui, nous continuons encore à échanger, à collaborer. Je sais que c'est quelqu'un d'avenir et je suis sûr, comme il l'a dit, que la question qu'il te pose est une question importante. Effectivement, au niveau du Sénégal, nous avons longtemps négligé la place de la verdure dans l'urbanisation. Mais je crois que heureusement, puisque si vous avez suivi le 9 septembre, le dimanche 9 septembre à Diamniadio, ça a été une préoccupation du chef de l'État qui dit que désormais, même dans les autorisations de construction qu'on va donner dans les villes, il faudra intégrer l'arbre pour pouvoir avoir
l'autorisation de construire. Ça veut dire que si aujourd'hui, Ibra, vous voulez construire à Dakar et que vous n'avez pas une dimension verdure qui est intégrée dans votre programme, vous n'aurez pas votre autorisation. Et déjà, donc, tous ceux qui construisent, tous ceux qui s'investissent dans le verre, le béton et le verre, sont obligés aujourd'hui d'intégrer la verdure. Ça, c'est une première décision extrêmement importante. Mieux que cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle la foresterie urbaine qui va se développer en rapport avec le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Environnement. Nous allons faire du Sénégal, nous allons faire des villes du Sénégal, des villes écologiques où l'arbre aura toute sa place, mais des villes écologiques où il sera une obligation de donner la place à la verdure pour qu'on n'ait plus à être coincé entre le béton et le verre, mais il nous faudra de la verdure. Dans les villes, ces projets, villes vertes, sont en train donc d'être développés. Maintenant, pour les nouvelles villes maintenant comme Diamniadio, ça, il faut y aller pour le voir. Une ville comme Diamniadio a donné toute sa place, je dis, à la verdure. C'est des massifs forestiers qui sont en pleine ville. C'est des obligations d'accès routier qui sont dans tous les grands artères. C'est des espaces verts qui sont dans tous les quartiers. Et je crois que ce modèle-là pourra compenser le risque que Bala est en train de dire, mais je crois qu'on y arrivera. En tout cas, c'est bien parti. Je crois qu'il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, nous avons noté partout au Sénégal un élan pour la reforestation qui est lancé pour le reverdissement du Sénégal. Nous avons noté aussi une accélération de la cadence verte, comme pour dire la cadence de l'agriculture. Partout, l'arbre est devenu une préoccupation majeure. C'est parce que le chef de l'État a donné le bon exemple. C'est parce que le chef de l'État en a fait une priorité. Vous savez, Ibra, dans un pays, en politique, il faut trois choses. Il faut une vision, il faut une stratégie et il faut une mise en œuvre. La vision de l'arbre a été toujours accrochée à d'autres visions, environnement, etc. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a une vision spécifique qui est la reforestation du territoire national. Les stratégies ont été développées par les experts, par les techniciens et la population, les collectivités territoriales, la société civile. Tout le monde a été invité à mettre la main à la pâte pour que le reverdissement du Sénégal ne soit plus un slogan, mais soit une réalité vivable et palpable qu'on peut constater sur le terrain partout dans le pays. Je voulais juste dire, tonton Makan aussi qui nous le rappelle. Hein. Tout à l'heure, vous avez confondu Balangom, qui est un ami ici, qui est un neveu à M. Makan Faye. On a confondu juste dans votre développement, vous avez confondu avec notre Sénégalais Balangom. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tous les balles sont comme ça. Tous les balles, ils sont. En tout cas, celui-là dont je parle, il est super. Mais très bien. Celui-là aussi, il est super. Balle, mon ami aussi, il est super. Ils ont les mêmes idées. Très bien. Colonel, je voulais juste rajouter ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'espace urbain, l'aménagement. Ici, par exemple, on prend l'exemple de Paris. Dans chaque arrondissement, dans mon arrondissement, par exemple, vous allez voir dans tous les quartiers, vous allez voir des espaces verts, des grands jardins. Et qu'au Sénégal ou bien en Afrique, on a l'impression que beaucoup de mairies, en tout cas, négligent ce point qui est très important. L'aménagement de jardins publics est aussi quelque chose vraiment à prendre au sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, à Dakar, avec cette urbanisation, est-ce que vous pensez vraiment que les mairies prennent en compte cette nécessité pour les populations? Oui, mais avant les mairies, il faut dire d'abord l'État. L'État, c'est vrai que Dakar, dans son ancien site, alors il lui sera difficile de pouvoir trouver suffisamment d'espace pour mettre en place cette politique de reverdissement. Mais aujourd'hui, vous savez que aujourd'hui, vous devez le savoir, l'ancien aéroport international a cédé beaucoup de place. Et l'État a eu dans les priorités de prendre une vingtaine d'hectares dans l'ancien aéroport international pour en faire uniquement une forêt urbaine. Une forêt urbaine au cœur de Dakar. Vous savez aussi qu'au niveau maintenant des autres forêts, comme la forêt d'Ambao, l'État a fait des décisions importantes pour leur aménagement, leur valorisation. C'est après maintenant que les collectivités territoriales, les mairies dont vous parlez, effectivement, doivent prendre le relais pour que de façon proche des populations, dans les quartiers, dans les quartiers et les sous-quartiers, qu'il y ait le maximum possible
de création de verdure. En tout cas, je t'inviterai, si jamais tu descends au Sénégal, Ibra, de venir dans une nouvelle ville, carrément une nouvelle ville qu'on appelle les Maristes. Dans les Maristes, dès que l'on dépasse une centaine de maisons, on est obligé d'avoir un jardin urbain. Et ces jardins urbains, avec l'appui de la mairie donc de Hann Bel-Air, ont été aménagés par les propriétaires. Et partout où vous viendrez, que ce soit à Mariste 1 ou à Mariste 2, vous verrez qu'aujourd'hui, l'arbre s'est intégré à l'urbanisation. Et je crois que ce modèle-là doit être répercuté un peu partout dans le Sénégal pour que les populations puissent vivre non seulement avec le béton et le verre, mais aussi avec la verdure pour être en paix avec soi-même, mais pour peut-être vivre dans des milieux beaucoup plus aérés, dans des milieux beaucoup plus oxygénés, j'allais dire, et dans des milieux beaucoup plus reluisants. Merci, colonel. C'est avec plaisir que je répondrai à votre invitation quand je passerai à Dakar, Inch'Allah. Dis-moi, colonel, on a une question de M. Faye. M. Faye nous pose la question suivante, votre ami. Hein, ne pensez-vous que nous devons faire une reforestation, régénération des baobabs? C'est la part de M. Faye. Oui, il a raison. Il a raison, Makan, que je salue au passage. Effectivement, mais il faut dire quand même que le baobab doit retrouver sa place dans la végétation sénégalaise. Mais c'est sûr que nous n'allons pas nous lancer à faire un reboisement national dans tout le Sénégal, mais il faut remettre l'arbre à sa place. Le baobab, c'est un arbre d'abord majestueux, c'est un arbre qui marque le sceau de l'État, c'est un arbre qui a marqué l'histoire du Sénégal, mais c'est un arbre d'une grande utilité. Depuis ses racines jusqu'à ses feuilles, tout est utile chez le baobab. Autant dans la pharmacopée, autant dans l'utilisation du cordage, autant dans l'utilisation de ces feuilles qui donc un lien important dans le couscous que nous mangeons le soir, autant que dans l'ombrage qu'il donne et le sol qu'il protège. Donc, c'est un arbre majestueux. Makan a raison, nous devons lui donner plus de place pour faire des sanctuaires de baobab un peu partout dans le pays, mais tout en utilisant aussi des arbres de valeur économique qui vont demain nous donner le bois que nous sommes en train d'acheter à l'extérieur du Sénégal, pour nous donner la gomme que nous sommes en train donc d'acheter et qui est un produit industriel extrêmement important. Donc, d'accord pour le baobab, mais sans oublier aussi les autres arbres à valeur économique importante qui, de la Casamance à Linguère, en passant par Kaolack, en passant par Kaffrine, ont des utilités très importantes pour les populations sénégalaises. Makan, je suis d'accord. Si jamais il a le temps, je lui ferai, je pourrais intervenir pour un contact avec une grande association qu'on appelle l'association des Amis du Baobab, et les sanctuaires les plus importants aujourd'hui du Baobab au Sénégal, les plus majestueux, sont dans sa zone, donc dans la zone de Ngakor, et qui ont aujourd'hui un aspect même écotouristique extrêmement important que nous sommes en train de développer au Sénégal. Là, vraiment, viva le baobab. Je crois que c'est une espèce qui unit le Sénégalais. Parce qu'il a la particularité, je ne l'ai pas dit, d'être ubiquiste. C'est-à-dire que c'est un arbre que vous pouvez trouver dans toutes les zones du Sénégal. Vous allez en Casamance, le baobab est là-bas. Vous allez à Kolda, Tamba, partout dans le Sénégal, on dit que c'est une espèce plastique. C'est une espèce qui a une tolérance de sol et une tolérance de climat qui fait qu'on peut le rencontrer partout. Je crois que c'est ça qui a été compris pour en faire le sceau du Sénégal dès notre accès à l'indépendance. Colonel Papa Waligay, nous sommes depuis 40 minutes en live. Et comme je dis souvent, mieux vaut que ce soit court et précis, et c'est le cas. Un mot de conclusion. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, nous étions en train de parler des problèmes de reboisement, de déforestation. Aussi, nous avons évoqué aussi la question du trafic de bois au niveau de la Casamance, mais aussi de la Grande Muraille Verte. Un mot de conclusion pour ceux qui nous regardent. Merci. Peut-être la conclusion sera à tout court. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier ICA News d'abord, mais tous ceux qui, j'ai vu les contributions, se sont intéressés à cette émission en y participant par des SMS assez pertinents. Je les remercie tous. Je dois dire aussi que je voudrais saisir cette occasion pour vous dire, Ibrahim, que le club Sénégal émergent
où je travaille aujourd'hui est un club qui a des dépassements politiques, est un club qui a une vision d'accompagnement de l'État dans tous les secteurs et tous les segments de développement. Et il serait vraiment très heureux de pouvoir un jour entrer en contact avec vous pour peut-être parler d'autres choses que la foresterie. En tout cas, toutes les compétences y sont. Et je voudrais donc profiter pour dire au nom du président de M. Youssou Diallo du Club Sénégal émergent, merci à IK News de nous donner l'occasion de parler d'un des segments de développement du Sénégal. Le Sénégal, pour finir, je l'avais déjà dit, je le répète, on note au Sénégal un élan pour la reforestation, un élan, un déclic pour le reverdissement du Sénégal. On note au Sénégal une accélération de la cadence verte, mais on note surtout au Sénégal un engagement global pour un Sénégal émergent, réconcilié avec la nature. Je vous remercie. Merci, colonel Papa Waligé. Je rappelle que vous êtes expert en reforestation, mais également ancien directeur général de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Et merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien ici sur IK News. Je rappelle aussi que nous sommes ouverts et toutes les personnes qui ont des idées, en tout cas à défendre, sont les bienvenus sur IK News. Merci et à bientôt sur IK News. Allez, au revoir. Merci. Merci, colonel. Merci, à bientôt. Allez, au revoir. Merci beaucoup.